Donc, que nous allons commencer. Nous allons traiter aujourd'hui ensemble des idées reçues sur les chevaux sauvages, parce qu'il y en a pas mal qui circulent, et on va voir que certaines sont plutôt de l'ordre de peut-être même du fantasme, de l'imaginaire, et puis il y a des choses qui sont plus techniques, plus pointues, donc c'est celle-ci que j'aborderai dans une seconde partie. Alors, je vous ai dit, je commençais plutôt par des clichés, des idées un peu de fantasmes populaires. Les chevaux sauvages, on les imagine souvent crinière au vent, galopant sans arrêt, et les publicitaires semblent particulièrement apprécier cette image-là, des chevaux libres. Et en particulier, on a eu dans les années 1980, donc avant la loi Evin en France, pas mal de publicités, notamment pour les cigarettes. Et on avait beaucoup cette image-là qui revenait. Alors, bon, bah, c'est dommage, on n'a plus les chevaux, nous, dans les publicités, nos magazines, et les cow-boys qui les accompagnent, parce que souvent, avec le cheval sauvage, quand même, il y a le cow-boy qui va avec, ce qui n'était pas pour me déplaire à moi, en tout cas. Mais du coup, vous avez encore ces publicités qui circulent dans d'autres pays, et il n'y a pas que dans le domaine de la cigarette. Il y a aussi énormément de publicités, un petit peu dans tous les domaines, qui alimentent cet imaginaire du cheval au grand galop, crinière au vent. Alors, quand même, ces personnes qui s'imaginent que les chevaux sauvages passent leur temps à courir, ils n'ont certainement pas beaucoup regardé des chevaux très longtemps, en tout cas, puisque les chevaux, vous le savez probablement, passent 60% de leur temps à s'alimenter et entre 20 et 30% à se reposer. Donc c'est sûr que c'est beaucoup moins fantastique à l'image de voir un cheval qui broute ou qui dort. Autre petit peu schéma, image un peu erronée, c'est que les chevaux, très souvent, sont très bavards dans les images qu'on nous montre, donc dans les médias. Alors évidemment, dans les films d'animation, comme là les petites images que j'ai mises de Spirit, l'étalon des plaines, on peut se dire, bon, ça sert à la narration. Là, c'est un personnage incarné, on fait parler un cheval. Mais ce qui est plus dérangeant, c'est quand les documentaires les documentaires et même parfois des films animaliers, des reportages vont ajouter des hennissements, des couinements, alors que quand vous regardez les images, ça n'a rien à voir avec la situation. Et ça, pour moi, c'est quand même bien dommage parce que les chevaux sont plutôt silencieux et c'est quand même peut-être même une qualité d'écouter le silence, ça fait du bien aussi. Et voir que la communication n'est pas faite que sur des sons. Donc voilà, prêtez-y l'oreille et vous remarquerez que très souvent, il y a des bruitages, on peut dire, qui sont ajoutés dans ces documentaires et reportages. Autre idée reçue, là on s'approche un petit peu plus de choses, on va dire, plus pointues, on laisse de côté les images d'Épinal, c'est la taille des groupes de chevaux qu'on s'imagine qui vivent ensemble. Donc là, vous avez un graphique, alors vous effrayez pas, je vais vous l'expliquer. Vous avez un graphique d'auteurs qui ont observé des mustangs en Amérique du Nord. Donc ces auteurs sont indiqués là avec les petits pictogrammes. Donc, par exemple, Feist en 1971, c'est les petits points. Les points plus espacés, c'est l'auteur qui s'appelle Pellegrini, qui a aussi publié en 1971. Et donc ce qu'on constate, c'est que la plupart des groupes sociaux de chevaux sont de l'ordre de ces chiffres que vous voyez en bas, à l'horizontale. Là, c'est représenté de 2 à 22 chevaux par groupe. Et ensuite, c'est le nombre de groupes qui ont été observés. Donc ce qui se passe, c'est qu'on voit que les barres, là, vont... Alors, j'ai appuyé, normalement, ça devrait... vous devriez avoir un petit trait qui entoure le gros du diagramme. Donc, vous voyez qu'il y a la majorité des barres qui sont autour de 3, 4, 5 chevaux par groupe, et qu'au-delà de 10, en fait, il y a très peu d'auteurs qui en ont observé. Donc, on a quelques auteurs qui ont observé des groupes de chevaux de 20, 21, mais une seule fois. Donc, c'est le cas, par exemple, pour Welsh en 1975 et Feist 1971. Sinon, vous voyez que pour des groupes de 4, par exemple, c'est la barre la plus haute, vous avez 12 groupes observés par Feist, qui faisaient donc
4 chevaux dans le groupe. Vous avez 2 autres auteurs qui ont observé un groupe de 4. Pareil, Welch a observé à peu près une dizaine aussi de groupes de 4 chevaux. Salter en noir, c'est un seul groupe. Et Miller et Denniston, 2 groupes de chevaux où il y avait 4 individus. Donc on voit que cette idée d'avoir des groupes de chevaux où ils sont plus que 10, même une vingtaine, c'est tout à fait éloigné de la réalité et qu'on a beaucoup plus souvent des petits groupes. Et même quand on a des groupes de 20, là c'est pas dit dans ce graphique, mais en fait on ne sait pas non plus si c'est que des adultes, parce qu'à partir du moment où vous avez des poulains, ça grossit aussi énormément les rangs, alors que finalement le noyau dur du groupe est beaucoup plus petit. Donc voilà, voilà, c'était parce que j'appuyais pas sur les bonnes touches, nous y voilà. Alors, je vais faire une petite digression sur le vocabulaire avant de revenir aux idées reçues. Vous pouvez peut-être vous demander de quels chevaux on parle. Là, je vous parlais des Mustangs, par exemple, pour le nombre de chevaux par groupe. Mais quand est-ce qu'on parle de chevaux sauvages? Qu'est-ce que c'est qu'une population naturelle? Est-ce qu'on n'a pas affaire parfois à de l'élevage sur des grands espaces? Donc c'est ça que je vais discuter dans les diapos qui suivent. Donc à quoi est-ce qu'on reconnaît une population naturelle? Déjà, il faut vous dire que dans la nature, il y a autant de mâles que de femelles. Donc, 50% de mâles, 50% de femelles, ça c'est une population naturelle. Si, quand vous vous promenez, en France, on a le cas de pâturage extensif, ou à l'étranger, vous pouvez voir peut-être d'autres chevaux, que vous rencontrez un mâle et quasiment que des femelles adultes, vous êtes très probablement sur une configuration de pâturage et élevage donc extensif. Ensuite, il n'y a pas que la composition mâle-femelle, il y a aussi les classes d'âge. Donc les classes d'âge, c'est quoi? Dans une population naturelle, il y a toutes les classes d'âge. Dans un élevage extensif, très souvent, il va manquer les juvéniles, donc les subadultes, ceux qui ont entre 2 ans, 3 ans, même un peu plus de 1 an jusqu'à 3 ans. Et très souvent, même, on retire tous les mâles. Donc ça déséquilibre évidemment le sexe ratio, donc la proportion mâle-femelle. Donc ça peut se repérer. Et là, vous voyez que je mets des pourcentages. On a en mâle adulte 30-35% de mâles adultes, 35 à 40% de femelles adultes, des yearlings, donc 10 à 23 mois, 12-15%, et les poulains de l'année, qu'on appelle les foals, 10 à 15%. Je reviendrai sur ce petit surplus, en tout cas de femelles adultes, par rapport aux mâles, dans une diapo un petit peu ultérieure. Donc voilà, pour vous, quand vous vous baladez et que vous constatez qu'il n'y a pas toutes les classes d'âge représentées, ça devrait être un indicateur pour dire ok, il y a l'homme qui intervient, qui prélève des chevaux et qui donc fait de l'élevage, même si les chevaux vivent dans des conditions très proches de chevaux qui vivraient sans intervention de l'homme. Alors ces chevaux qui vivent sans intervention de l'homme, dans le monde entier, il y en a. On parle de chevaux féraux. Féral au singulier, qu'on peut éventuellement qualifier de sauvages. Tout ça, c'est après des questions de, je dirais, de précision de vocabulaire. Mais en tout cas, on parle de chevaux féraux. Ce sont des chevaux domestiques retournés à l'état sauvage. Pour les Mustangs, par exemple, ils ont retrouvé leur liberté au XVIIe siècle, quand ils se sont échappés des colonnes de conquistadors espagnols ou d'autres Européens, et du coup vous avez ces chevaux qu'on dit féraux. Alors ça existe aussi chez les ânes, vous avez aussi aux États-Unis des ânes tout à fait pareils qui sont féraux. On parle aussi de chevaux marrons, on parle de marronnage, c'est un terme un petit peu désuet que vous pouvez encore rencontrer dans certains livres, ça peut arriver. Donc, dans le monde entier, vous avez des populations férales. Quand on parle de chevaux sauvages aujourd'hui, c'est de cela qu'on parle. Donc vous voyez les points verts que j'ai représentés là sur la map monde. Vous en avez aux États-Unis, bien sûr, vous connaissez aux États-Unis, mais il y a plusieurs endroits aux États-Unis. Il y a sur des îles des États-Unis, sur la côte est des États-Unis. Vous en avez au Venezuela, au Brésil. Vous en avez en Afrique, donc dans le sud de l'Afrique, en Namibie, au Portugal aussi, au Japon, Nouvelle-Zélande et Australie. Et sur des grands pays comme l'Australie ou les États-Unis, vous avez des sous-populations de ces chevaux. Alors certains portent des noms, donc les Mustangs que vous connaissez aux États-Unis. En Australie, ce sont les Brumbies.
En Nouvelle-Zélande, ils s'appellent les Kaimanawa. Et au Japon, c'est les chevaux de Cape Toy. Voilà. Alors à chaque fois, voilà. Vous avez aussi aujourd'hui quelque chose d'assez récent qui a je dirais je pense, une vingtaine d'années. On parle de réensauvagement ou rewilding, c'est le terme anglais consacré, qui consiste à avoir des zones protégées de l'homme. En fait, c'est de ça qu'on protège l'environnement, c'est de l'homme, de son impact néfaste sur la nature. Et ces zones protégées vont tenter, donc par les gestionnaires, de restituer, restaurer un environnement qui est proche de celui où, avant que l'homme n'intervienne. Donc dans ces zones de réensauvagement, vous avez la présence de toutes les chaînes alimentaires et de toute l'échelle du vivant, si vous voulez, avec même des gros animaux, et les gros herbivores font partie de cet ensemble. Donc parmi les gros herbivores, vous avez les cervidés, vous avez également des bovins, donc souvent ils vont introduire même des bovins domestiques, par exemple les Highland Cattle, l'auroch aussi reconstitué. Vous avez aussi les bisons d'Europe qui vont être dans ces zones-là, et au niveau des équidés, on introduit très souvent des chevaux qui sont les Konik Polski, qu'on appelle aussi, je dirais plus ou moins abusivement, tarpan. Le tarpan étant une espèce qui a disparu début du XXe siècle, et les Konik Polski en seraient les descendants, donc il y a des gens qui parlent de tarpan. Donc vous voyez sur cette photo que je vous indique que là vous avez une population vraisemblablement naturelle, parce que si vous regardez bien, vous avez donc au milieu vous avez deux étalons qui se battent. Vous voyez aussi au premier plan des chevaux qui marchent sur le côté, qui sont plus foncés, donc ça c'est typiquement des yearlings. Vous avez aussi des juments pleines, vous voyez les gros ventres, vous voyez aussi des foals, et il y a même la tête d'un étalon un petit peu sur le côté gauche là en train de brouter. Donc ça ressemble là à une population naturelle, et c'est le cas. Dans les projets de réensauvagement, on laisse les chevaux se débrouiller tout seuls. Donc c'est le cas là par exemple aux Pays-Bas. Il y a un cas particulier parmi ces configurations de chevaux qui vivent libres et sans intervention de l'homme, c'est le cheval de Przewalski. Ce cheval, lui, il a été réintroduit à différents endroits du monde, dans son domaine vital historique comme la Mongolie et la Chine, également maintenant dans d'autres endroits comme les steppes de Russie. Mais là, on n'a pas à proprement parler une initiative de réensauvagement, c'est un processus un petit peu différent. C'est qu'on a cherché à préserver une espèce, la préserver de la disparition, parce qu'elle avait disparu à l'état sauvage, elle a été conservée dans les zoos. Et les initiatives ont visé à réintroduire ces animaux dans leur milieu vital et à protéger l'espèce. Et le fait qu'on protège cette espèce, on va protéger aussi une zone, tout un habitat, tout un écosystème, et par voie de conséquence, on protège aussi tout cet ensemble avec d'autres animaux, de la végétation, etc. Donc finalement, les conséquences sont à peu près les mêmes que dans le cas du réensauvagement, sauf que la démarche initiale n'est pas tout à fait la même. Mais ces chevaux vivent sans assistance, quasiment pour la plupart sans assistance de l'homme, en particulier en Mongolie. Un petit peu de vocabulaire aussi sur donc des mots qui peuvent avoir un sens dans le langage courant, qui en éthologie n'est pas le même. Donc quand on parle des chevaux libres, des chevaux sauvages qui vivent sur des grands territoires, en éthologie, nous on ne parlera pas de territoire, on parlera d'un domaine vital, parce que le terme de territoire est réservé aux espèces qui vont défendre la zone sur laquelle ils vivent contre leurs congénères. Tandis qu'un domaine vital, c'est un endroit que les animaux vont fréquenter régulièrement pendant toute leur vie, c'est nécessaire à leur survie, c'est l'endroit qu'ils vont vraiment utiliser, exploiter, et dans la caractéristique du domaine vital, même s'il peut y avoir des bornes olfactives par exemple, que les étalons vont laisser par leur pile de crottin, ils vont tolérer tout à fait la présence d'autres groupes. Et souvent on parle de domaines vitaux qui se chevauchent, avec des groupes de chevaux qui vont pâturer sur les mêmes zones, et en particulier partager le même point d'eau. Donc on parle de domaine vital et pas de territoire. Le troupeau, c'est pareil, c'est un terme qui, nous en éthologie, est réservé au fait que le troupeau est fait de plusieurs groupes.
Par exemple en Lozère, où on a des chevaux de Przewalski qui vivent sur 200 hectares, enfin 2 enclos de 200 hectares, on a un troupeau de 29 chevaux subdivisé en 2 groupes familiaux et un groupe de mâles célibataires. Voilà, on parle du troupeau du Villaret, qui est donc fait de plusieurs groupes. Ensuite, les termes de hard, horde et clan, c'est des termes désuets qui servaient autrefois à décrire la structure sociale des équidés et des chevaux, mais maintenant on n'utilise plus ces termes. Parfois vous les reverrez dans des ouvrages récents parce que ça peut être traduit de l'anglais, ça peut être de la traduction de choses assez anciennes. Donc aujourd'hui on ne parle pas de ça, on va plutôt parler, donc vous m'avez entendu dire, groupes familiaux, famille et groupe de mâles. Le terme de harem, moi j'aime pas trop l'utiliser, bien qu'il soit correct d'un point de vue, on va dire, éthologique, il n'est pas désuet non plus, quoique, avec ce que je vais vous dire, vous pouvez vous dire que si peut-être. Le terme de harem met l'accent sur une structure sociale basée sur un mâle qui se reproduit avec plusieurs femelles. Et donc ça met l'accent juste sur l'aspect reproduction. Moi je vais préférer utiliser le terme de famille ou groupes familiaux, parce que dedans on entend qu'il y a d'autres individus que les adultes, mâles et femelles, qu'il peut y avoir des jeunes, et également il y a cette idée d'éducation dans le terme de famille que moi j'aime bien, et j'y reviendrai quand je parlerai tout à l'heure de l'étalon. Donc voilà pour la petite parenthèse de vocabulaire. On revient aux idées reçues. Une idée reçue très répandue est que les chevaux parcourent des très grandes distances tous les jours, à l'état naturel, et que en conditions domestiques, on les restreint fortement et que les pauvres, ils devraient marcher beaucoup plus que ça. Alors, je ne remets pas en cause le fait que les chevaux devraient pouvoir avoir un mouvement libre dans la journée. En revanche, l'ordre de grandeur, il est tout à fait discutable. Alors, quand on regarde dans la littérature scientifique, bah déjà, il y a très très peu de données sur réellement la distance parcourue par les chevaux en liberté. Donc, je vous ai fait un petit tableau ici récapitulatif de ce qu'on peut trouver dans la littérature scientifique, et si jamais vous-même possédez des références scientifiques qui apporteraient d'autres chiffres, je serais intéressée de les avoir, parce que j'ai pas trouvé autre chose que ça. Donc vous voyez que c'est quand même très très peu comme données. Et ce qu'on constate, c'est que donc on a des chevaux féraux qui ont été étudiés aux États-Unis, en Australie, donc les Mustangs, les Brumbies, et en Mongolie sur une population réintroduite de chevaux de Przewalski dans le désert de Gobi. Donc c'est quand même un milieu pauvre, on va dire en végétation, et assez désertique. Et vous voyez que les ordres de grandeur, c'est autour de, on va dire, la dizaine de kilomètres, voire moins hein, pour les chevaux de Przewalski là en Mongolie, 3,5 km. Alors on parle de moyenne, donc vous pouvez avoir plus, vous pouvez avoir moins, mais les écarts autour de la moyenne sont très faibles en fait. Hein. C'est quand même assez représentatif de donner ces chiffres. Vous voyez que ça va jusqu'à 16 km en Australie, sur des milieux où il peut y avoir une désertification et un besoin de se déplacer pour trouver suffisamment à manger. Mais donc, cette idée des chevaux qui parcourent 20-40 km par jour, il n'y a personne qui a jamais rapporté ça. Allez, 20, on s'en rapproche avec la publication de Hampson de 2010, mais sinon, on est bien loin du compte. Autre idée aussi reçue, ça c'est ce que je dirais vraiment l'image d'Épinal, c'est que la vie à l'état naturel, c'est la vie est belle, les chevaux sont heureux, et d'autant plus parce que l'homme n'est pas là. Alors là, j'ai mis exprès une photo de nos chevaux de Przewalski à l'association TAC. En plus, voilà, c'est l'été, il y a de l'herbe, ils sont en belles conditions, ils ont un beau poil, enfin tout va bien, il fait beau. Mais en réalité, on est loin de ça pour des populations férales notamment. Alors nous, à l'association TAC, si on a des chevaux vraiment en souffrance, d'un point de vue éthique, on ne pousse pas la logique jusqu'à dire ils se débrouillent, ils vont mourir de leur propre mort, on peut les aider ponctuellement, bien qu'on évite au maximum, mais dans la nature, c'est vraiment différent. Là, ils se débrouillent tout seuls, et vous avez le cas de ces chevaux, par exemple en Namibie. Là, j'ai pris cette photo dans un livre. Vous voyez une jument dans un état de maigreur vraiment avancé, qui allait un poulain, hein. Et il était noté par les auteurs de ce livre que, à cette période de l'année, la végétation n'était pas spécialement surpâturée, et que donc l'état de maigreur de cette jument n'était pas lié à un manque d'aliments.
Donc ça peut être d'autres soucis, ça peut être du parasitisme, ça peut être des maladies, ça peut être aussi la fatigue à force de pouliner de façon répétée. Ouais, il peut y avoir différentes raisons et ces chevaux-là, ils peuvent souffrir pendant plusieurs mois, plusieurs années avant de mourir parfois d'épuisement. Dans le même ordre d'idées, on a aussi tout ce qui est blessure. Alors j'ai pas parlé de la prédation juste avant. En Namibie par exemple, la prédation s'exerce notamment avec des hyènes qui viennent prélever des chevaux. Mais la prédation en tant que telle, elle est finalement pas si impactante que ça sur les chevaux à l'état naturel. C'est vraisemblablement d'autres causes qui vont être à l'origine de la mortalité des chevaux. Donc notamment les blessures. Et donc je reviens sur cette proportion que je vous disais un petit peu déséquilibrée entre les mâles adultes et les femelles adultes. Si vous vous souvenez, il y avait 5-10% d'écart entre le nombre de mâles et de femelles, donc plus de femelles adultes que de mâles. Et ce que disent certains auteurs, c'est qu'il est probable que du fait de la compétition entre étalons pour l'accès aux juments, les étalons vont être exposés à plus de risques de blessures, comme là sur cette photo, cet étalon là qui a donc un gros genou déformé par l'arthrose. On voit aussi qu'il est amaigri, qu'il a énormément de cicatrices. Vous voyez une petite photo aussi d'un autre cheval avec une belle cicatrice sur un genou. Ça, ces cicatrices, ces blessures, ils se les font au cours des combats entre étalons. Et même si au cours d'un combat, il est très rare qu'un étalon soit tué, finalement, ces combats ne vont pas conduire à la mort d'emblée, mais plutôt sur du moyen, éventuellement plutôt du moyen terme, avec des boiteries chroniques et parfois des infections qui se développent et qui conduisent à la mort du cheval au bout de quelques mois, voire parfois un an, parfois ça peut durer vraiment longtemps. Et ces chevaux, voilà, ils se débrouillent tout seuls. Des boiteries, il y en a plein, notamment chez les étalons, c'est ce que je vous disais. Et c'est sûr que c'est pas très glamour. Et donc ces informations-là, en fait, à part les personnes qui suivent sur le long terme ces populations férales, il y a très peu de gens qui communiquent là-dessus, parce que c'est pas très plaisant à voir. Et en plus, on peut se demander d'un point de vue éthique si on ne devrait pas faire quelque chose. Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Et notamment, ça pose aussi des questions sur, je vous parlais du réensauvagement, ces populations qu'on laisse se débrouiller toutes seules, ça pose des questions éthiques. Comme je vous ai évoqué aussi à l'association TAC, voilà, on se pose aussi des limites en termes d'éthique pour intervenir et assister les chevaux, vraiment en cas de nécessité, pour notamment abréger leur souffrance si c'est le cas, ou éviter aussi tout simplement qu'ils meurent de faim si on se retrouve dans des situations de surpâturage, dans un endroit clos, hein, par exemple. Mais voilà, ça c'est des questions vraiment qui se posent en termes d'éthique quand on réintroduit des animaux à un endroit et que finalement c'est leur vie. Donc est-ce qu'on doit ou pas intervenir? Ça c'est vraiment une question. Et notamment la longévité, du coup la longévité, elle est imaginée comme étant extrêmement longue à l'état naturel et on met souvent en opposition les chevaux en conditions domestiques qui seraient victimes on va dire, de nos mauvais traitements et mourraient prématurément. Alors je ne remets pas en cause le fait qu'on peut faire bien mieux en termes de traitement pour nos chevaux assez souvent, qu'il y a des choses qu'il faut probablement changer d'un point de vue culturel sur notre gestion des chevaux, mais quand même, les chevaux qui vivent à nos côtés ont la chance de pouvoir bénéficier de notre assistance pour l'alimentation, les soins, etc., comme on l'a évoqué. Et à l'état naturel, vous voyez, alors les chiffres, c'est pareil, c'est comme l'histoire de distance parcourue par 24 heures. Il y a très très peu de chiffres là-dessus. Et pourquoi? Parce que suivre des chevaux pendant toute leur vie, ça nécessite d'être présent tout le temps et de les connaître individuellement. Donc Joël Berger, lui, dans son suivi de Mustang, il constate que l'âge moyen au décès chez les femelles est 8 ans à peu près, plus ou moins 2 ans. Donc on est donc entre 6 et 10 ans. Les mâles, par contre, c'est plus variable. Vous voyez qu'on est sur 7 ans, plus ou moins 6 ans, donc c'est quand même sacrément différent, entre 7 ans, 13 ans et même 1 an. Donc les mâles, vous voyez qu'il y a une plus grande variabilité, ce qui
Donc s'expliquerait par cette compétition entre mâles. Et la médiane pour la longévité, donc la médiane c'est quoi? C'est la moitié de la population qui se trouve avant 6 ans, la moitié de la population qui se trouve au-delà de 6 ans. Donc 6 ans c'est la médiane. Donc, vous avez une médiane à 6 ans pour les femelles et 4 ans et demi pour les mâles. Donc, vous voyez que quand même, on n'est pas sur des chevaux qui vivent jusqu'à 40 ans. De toute façon, ils n'ont plus de dents, ils ne peuvent plus manger. Donc en général, vraiment les vieillards à l'état naturel, c'est les chevaux qui atteignent un peu plus qu'une vingtaine d'années, jusqu'à éventuellement 25 ans, mais très 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 exceptionnellement au-delà. Et ils sont très peu nombreux de toute façon déjà à atteindre ces âges-là. Et sur l'île de Sable, qui est un endroit très confiné, très petit, l'espérance de vie, elle est autour de 5 ans. Vous voyez que c'est quand même très faible. On pense aussi très souvent que les juments ont des poulains tout le temps, et jeunes. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les premiers poulains, ils peuvent en effet arriver vers à partir de 2 ans, mais c'est très rare. Et même encore à 3 ans, il est assez rare que les juments poulinent. La vraiment classe d'âge productive, c'est celle de 5 ans et au-delà. Sur des suivis longs, donc 7 ans et 9 ans, qui ont été réalisés notamment par Joel Berger et Ronald Keeper, ils ont suivi donc des juments à tous les ans, ils ont constaté que toutes, elles passaient au moins à un moment donné une année. Et le maximum qu'ils observaient était 6 poulains ou 7 poulains. Très souvent, ce qu'on observe, ce sont des situations comme sur cette photo, où vous avez une jument qui allaite encore un poulain qui est parfois aussi grand qu'elle, voire plus grand. Donc des poulains de 1 an et demi, 2 ans, parfois même 3 ans. Donc ça, c'est très très fréquent. L'étalon, lui aussi, n'échappe pas à l'image un petit peu presque sulfureuse de conquérant invétéré qui va s'intéresser forcément aux juments, vouloir conquérir des juments coûte que coûte et un grand nombre de juments. En fait, non. L'étalon, lui, il est adulte à partir de 5 ans socialement, et avant cet âge-là, il ne sera pas en mesure de maintenir un groupe de juments. Et c'est quoi un groupe de juments? Bah, c'est 2 à 4 juments en moyenne. Donc vous pouvez en avoir un peu plus, mais vous pouvez aussi avoir un étalon qui a une seule jument. Et puis les jeunes qui l'accompagnent, comme vous voyez là sur cette photo. Certains étalons n'auront jamais de juments du tout. Ils resteront avec les mâles célibataires. Parfois, ils peuvent avoir des périodes aussi de vie solitaire. Mais vous avez aussi des petits chanceux. Alors chanceux, ils s'en rendent probablement pas compte. Et là, on peut parler plutôt d'aspect évolutif et de la génétique. Des étalons donc, qui vont arriver malgré tout à avoir une descendance. Et comment est-ce qu'ils s'y prennent? Eh bien, on parle d'accouplement en douce. En anglais, on parle de sneak mating, c'est pas une blague, ça existe vraiment. Ce sont des étalons célibataires qui vont arriver à s'accoupler à des juments en chaleur au moment où, en gros, un étalon familial est occupé ailleurs. Donc en général, un groupe de mâles célibataires s'approche d'un groupe familial, l'étalon de famille va essayer de gérer cette situation, et pendant qu'il a le dos tourné, il y en a un qui s'accouple avec une jument qui, elle, n'est pas contre, par contre. Et on dit aussi souvent que l'étalon veille à la sécurité. Alors ça, je pense qu'on est vraiment sur de l'interprétation et des préoccupations humaines de ce que c'est que la sécurité. La sécurité, vraisemblablement, pour un étalon de famille, même un étalon célibataire adulte, qui peut du coup garder avec lui d'autres étalons, c'est surtout les concurrents. Et on va, en effet, constater dans le budgétant, donc la répartition des activités des chevaux, que les étalons passent plus de temps que les juments à observer leur environnement. Et ils vont aussi réagir à un mouvement, un déplacement dans le lointain, et ils vont aller voir ce que c'est. Et ce qui les intéresse en priorité, c'est les autres chevaux. Et ils n'ont de cesse, très souvent, d'aller repousser les étalons célibataires, voire repousser aussi des étalons avec un autre groupe familial. Donc c'est ces photos-là que je vous montre, où on voit un étalon qui charge un groupe de mâles célibataires. Le vrai job de l'étalon, en fait, il est multifacette. Il n'est pas juste sur la conquête des juments. Alors je vous ai mis là des photos d'un étalon qu'on a eu au Villaret, donc à l'association TAC, un étalon de Przewalski. Maintenant, on va dire, est retraité, a rejoint le groupe de mâles célibataires parce qu'il a été remplacé par un étalon plus jeune, mais pendant une dizaine d'années, il a eu accès à des juments et il a gardé son groupe. Et donc vous voyez sur ces photos, la photo du haut, vous voyez qu'il flaire une jument, donc il y a l'aspect reproduction,
avec le fait d'avoir des poulains, donc c'est pour ça que j'ai mis cette photo avec les petits poulains. Vous voyez aussi en haut qu'il a les oreilles plaquées sur la nuque, le nez au ras du sol. Là, il est en train d'effectuer une conduite sur son groupe, donc que ce soit sur les juments ou les poulains, c'est pour les éloigner d'un dérangement et les garder avec lui, mais en tout cas, c'est pour les éloigner d'un dérangement. Et sur la photo du bas, on peut se dire que c'est un poulain qui tète. Ben non, c'est pas du tout un poulain qui tète, c'est un poulain de l'année qui est en train de flairer les parties génitales de son père. Et ça fait partie, je vous parlais tout à l'heure de l'éducation, bah, l'étalon, il participe à l'éducation des jeunes, et ce genre de comportement, il va le tolérer de poulain de son groupe, mais le flairage nasogénital n'est pas accepté, par exemple, chez les chevaux adultes, où ça crée énormément de tensions, et même des conflits. L'étalon va aussi, vous voyez sur les photos du haut, gérer, j'appelle les relations extérieures, donc il va aller charger, poursuivre des étalons célibataires, interagir avec eux, donc ça c'est sur les photos du haut. Il a aussi des périodes de repos quand même avec son groupe, donc vous voyez là il est sur le côté de la photo au repos avec son groupe. Et chose assez amusante, sur la photo en bas, alors on se dit ils sont toujours belliqueux et les relations avec les autres étalons sont compliquées, mais en fait pas toujours. Il y a des moments où ils vont sciemment quitter leur groupe, donc ils laissent les juments, et ils vont aller dans le groupe de mâles célibataires, cette fois-ci pas pour les repousser, mais pour jouer avec les plus jeunes en général. Donc là, sur cette photo, c'est ce que vous voyez. Vous voyez Altaï qui jouait avec un jeune de 2 ans, Apollon, et c'est des simulations de combat, donc ils font ça, et après ils retournent dans le groupe familial, ils retournent à leur tâche, je dirais, de père de famille. Ils ont aussi tout un rôle de marquage, voire de masquage olfactif. Donc c'est ça que je vous mets sur ces 4 images. Les photos du haut, c'est un marquage à l'urine sur le crottin d'une jument. Et sur les photos du bas, on a les défécations sur les piles de crottin. Ça, c'est des interactions entre étalons. Donc voilà, la vie des étalons est quand même ils sont beaucoup sollicités. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des étalons qui n'arrivent pas à cette position-là ou qui n'y restent pas longtemps parce que ça demande aussi une endurance physique et de tous les instants et des compétences sociales aussi assez développées. Si vous êtes intéressé pour découvrir plus avant les comportements sociaux des chevaux à l'état naturel, on a la chance en France d'avoir le troupeau de l'association TAC, un troupeau qui vit sur 200 hectares. Donc on a 2 enclos de 200 hectares où on les fait tourner pour éviter le surpâturage. Et donc c'est à l'association TAC en Lozère où on anime des stages. Donc la présentation touche à sa fin et si vous demandez à quoi ça sert de s'intéresser aux chevaux sauvages, alors peut-être que vous n'auriez pas suivi cette conférence si vous vous posez cette question depuis le début, mais en tout cas, je pense moi pour ma part que s'intéresser aux chevaux qui vivent à l'état naturel, c'est mieux comprendre finalement les conditions dans lesquelles on fait vivre nos chevaux et quelque part aller voir des troupeaux à l'état naturel comme à l'association TAC, c'est apprendre une autre langue, celle des chevaux, et aussi bénéficier d'un accompagnement scientifique avec, c'est un peu comme être un interprète. Donc moi, c'est ce que je fais. J'accompagne ces stages au Villaret pour observer les chevaux de Przewalski. Voilà, si vous avez des questions, donc je vois qu'elles arrivent, je vais les prendre de ce pas. N'oubliez pas qu'il y a le questionnaire à la fin à rendre.